Je vous remercie le comité d'organisation de la SMC de m'avoir accueilli ici et de partager avec vous un thème qui sera sur les troubles de rythme, en particulier les tachycardies supraventriculaires au cours de la grossesse. Donc c'est un sujet qui va devenir de plus en plus fréquent, et ceci pour pas mal de nombreuses raisons. Il y a tout d'abord, on a l'âge maternel qui commence, on a l'augmentation de l'âge maternel à la première grossesse, et qui dit augmentation de l'âge maternel, on a aussi l'augmentation des facteurs de risque. Donc ce sont des femmes qui vont être beaucoup plus prédisposées à des maladies athéromateuses, et encore plus, on améliore la prise en charge des cardiopathies congénitales. Donc on va voir plus de femmes qui arrivent à un âge de procréation, et qui dit cardiopathie congénitale, on va voir, ce sont les pathologies cardiaques les plus pourvoyeuses de troubles de rythme. Et on trouve ici une fréquence qui augmente beaucoup plus avec la cardiopathie congénitale la plus complexe, avec un pourcentage à peu près de 16% pour les maladies qui sont opérées, pour maladies opérées par la technique de Fontan. Et puis on a les cardiopathies de transposition des gros vaisseaux. Ainsi, pour tout praticien cardiologue, ça va devenir un véritable challenge. D'une part, il faut toujours préciser s'il y a une étiologie réversible, curable, probable à traiter initialement pour pouvoir maintenir ainsi un rythme correct durant la grossesse. Et d'autre part, pour chaque attitude thérapeutique, on doit étudier le rapport risque-bénéfice. Pour la présentation clinique, la prévalence des troubles de rythme est de l'ordre de 166 pour 100 000 dans les grandes séries, avec beaucoup plus une prévalence pour les tachycardies ventriculaires qui sont bénignes. On a une fréquence qui est beaucoup plus importante pour les tachycardies sinusales et puis pour les extrasystoles ventriculaires et avec les tachycardies supraventriculaires et moins fréquentes pour les autres, en particulier la fibrillation atriale, tout en sachant que cette répartition va être beaucoup plus influencée par le statut clinique de notre maman, donc soit qu'elle a une cardiopathie sous-jacente ou bien qu'il n'y a pas de cardiopathie sous-jacente. Et après, on sait très bien que la grossesse, c'est une situation physiologique qui aggrave les troubles de rythme. On trouve que 34% des femmes présentent leur première manifestation durant la grossesse et à peu près de 30 jusqu'à 45% affichent une aggravation dans la fréquence ou bien dans l'incidence. Et ceci peut être expliqué en fait par le rappel physiologique dont on va vous faire un rappel costaud aujourd'hui pour la physiologie. Donc on assiste à une augmentation du débit cardiaque qui est de 30 à 50% au rapport avec l'augmentation en parallèle de la fréquence cardiaque et ainsi et du débit cardiaque qui augmente de 50%. Toutes ces augmentations vont entraîner des modifications sur le plan électrique, sur le plan cardiaque, la conduction, les périodes réfractaires. Et aussi, on a l'oestrogène qui a une activité d'hyperexcitabilité qui est très importante. Ainsi, on va assister à une création des foyers de réentrée, ce qui facilite d'une part l'émergence ou bien de démasquer certains troubles de rythme jusque-là qui étaient cachés. Après, on va aussi augmenter l'excitabilité cardiaque et l'activité déclenchée et aussi l'automaticité soit normale ou bien une automaticité anormale. Alors, j'illustre ma présentation avec un cas clinique d'une femme qui est âgée de 26 ans, qui a été admise à l'hôpital militaire de Rabat à 36 semaines d'aménorrhée, qui a déjà présenté des épisodes de tachycardie. Cet épisode était beaucoup plus prolongé, donc on a fait un bilan qui était correct, l'échocardiographie était correcte. Sur le plan biologique, on n'a rien trouvé. Donc sur le plan électrique, donc ceci est son électro. Donc on voit très bien ici que c'est une tachycardie qui est très rapide, qui est bien régulière. Donc, et la première des choses, on va essayer de voir si on arrive à voir, ceci c'est un agrandissement pour la dérivation V6, si on arrive à voir des ondes de P ou non pour qu'on puisse suivre l'algorithme pour la prise en charge de notre malade. Donc ici, on a probablement, il y a des ondes P ici qui sont très proches des complexes QRS. Alors, donc pour la prise en charge, j'aimerais avoir, donc pour la prise en charge des tachycardies supraventriculaires, on va suivre notre algorithme. Donc il s'agit très bien d'une tachycardie qui est régulière. Donc on écarte tout ce qui est fibrillation atriale, flux drogué ou bien des tachycardies multifocales. Et après, on essaie de voir est-ce qu'il y a des ondes P pour qu'on puisse suivre l'algorithme. Ben, parfois, on peut bloquer ici. Il y a des gens qui vont dire il y a des ondes P, d'autres non. Ça ne pose pas de problème. Après, j'aimerais aussi, donc voilà, ça c'est une batterie des choses qu'on peut faire chez la femme enceinte. Donc je ne sais pas, je me demande qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit faire l'amiodarone? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sont d'accord pour l'amiodarone.
ou bien des autres pour la cardioversion, peut-être les bêta-bloquants, l'adénosine. Devrais-je demander un tracé ancien chez la femme pour que je puisse avoir une orientation? Donc on va voir tout ceci ensemble. Je commence par les dernières recommandations qui traitent les troubles des tachycardies supraventriculaires. Donc pour l'algorithme, on commence toujours, donc c'est une tachycardie qui est bien régulière. La première des choses chez la femme enceinte, on commence par les manœuvres vagales. C'est une chose qui est primordiale, qu'il faut toujours commencer par la manœuvre vagale. Ça nous permet parfois de démasquer une activité atriale et donc de poser le diagnostic par le simple fait d'appuyer sur le globe oculaire ou bien de faire un massage. Après, on a l'adénosine qui est aussi de classe 1, qui permet de ralentir ou de bloquer le nœud et de faire le diagnostic. Si la malade ne répond pas au traitement, ou bien s'il est en instabilité hémodynamique. Donc, on a la cardioversion aussi qui est de classe 1. Et après, on a la liste des traitements qu'on peut faire. On a le bêta-bloquant qui est en premier lieu, classe 2A. Et puis, on a les inhibiteurs calciques, bradycardisants, en particulier verapamil, qui a plus d'histoire. Donc, on a beaucoup de choix pour traiter la femme. Mais la chose qui va se poser, quel est le rapport efficacité-sécurité de chaque option thérapeutique? Parce que là, on est en train de traiter une maman qui porte son fœtus. Donc, il y a toujours le risque d'une toxicité fœtale. Je commence par la cardioversion. Ceci, c'est un article qui a été publié en 2006, donc, qui parle d'une femme qui a fait 3 cardioversions durant la grossesse. Et durant chaque cardioversion, ils ont fait un monitoring de l'enfant sur le plan électrique et aussi sur le plan Doppler ombilical. Donc, ils ont essayé de voir le flux ombilical avant et après chaque cardioversion. Ils ont constaté que le flux était parfaitement stable, qu'il n'y a fait pas de modification. Donc, c'est la raison pour laquelle la cardioversion peut être faite à n'importe quel moment durant la grossesse. Ça a été expliqué par un seuil fibrillatoire chez l'enfant qui était assez élevé, mais il faut toujours faire un monitoring fœtal pour le rythme cardiaque, parce qu'il y a certaines de très rares publications qui ont mentionné des arythmies post-cardioversion, ça d'une part, mais d'autre part, la maman qui va subir la cardioversion, on va l'anesthésier, et chaque drogue prise par la maman traverse automatiquement et obligatoirement, et le plus souvent, le placenta, donc on peut avoir des effets chez l'enfant. Ici, c'est un tracé qui est tout à fait normal avec les fluctuations qu'on cherche souvent sur le tracé fœtal, et là, on a un tracé à peu près qui n'a pas de fluctuation. C'est un enfant qui dort, il n'y a pas de souffrance, mais c'est juste qu'il dort. Mais il faut toujours faire le suivi monitoring. Donc, sur le plan thérapeutique, pharmacologique, donc on a une liste de batteries, donc on va essayer de voir ensemble. On commence par les antiarythmiques de classe 1A. Ce sont des antiarythmiques qui ont un recul assez important depuis 80 ans, qui ont été utilisés chez la femme enceinte. On a la quinidine, la procaïnamide et le disopyramide. En particulier, c'est la quinine qui a été le plus souvent utilisée avec certains effets indésirables, la thrombopénie, la torsade de pointe. Et puis, après les antiarythmiques de classe 1A, on a les antiarythmiques de classe 1B, la lidocaïne, qui a été beaucoup plus utilisé par les anesthésistes chez la femme qui était enceinte, qui s'avère aussi avoir très peu d'effets indésirables chez le fœtus, en particulier beaucoup plus l'acidose. Et on termine avec, pour la classe 1, ce sont les flécaïnes qui sont beaucoup mieux tolérées et qui ont été utilisées chez les enfants pour le traitement des tachycardies supraventriculaires. En fait, l'utilisation de toutes ces drogues ils sont de classe C, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure d'une façon certaine et à 100% l'effet néfaste chez l'enfant, et ce sont des extrapolations. Les docaïnes qui a été utilisée beaucoup plus par les anesthésistes, la flécaïne a été utilisée beaucoup plus pour le traitement des tachycardies supraventriculaires chez les fœtus, ce qui revient à dire chez un fœtus qui a déjà des voies accessoires, qui a déjà une conduction normale, qui puisse supporter une tachycardie soutenue. Et la question qui reste, leur utilisation durant le premier trimestre reste très ambiguë, avec un risque d'effet fœtal. Ça, ce sont les deux âges qu'on peut utiliser pour la flécaïne. Donc après, on passe pour les antiarythmiques de classe 2, les bêta-bloquants. Donc tout comme vous l'avez avec les autres présentations. Donc les bêta-bloquants peuvent être utilisés avec une sécurité. Ils sont déjà de classe 2-1. Ils sont utilisés en première intention chez la femme enceinte, sauf pour l'athénalol qui a présenté des effets indésirables, en particulier beaucoup plus des hypospadias ou bien avec un retard de croissance intra-utérine. Donc il a été barré de la liste. Donc il n'est pas utilisé chez la femme enceinte. Ça, c'est le dosage pour son utilisation. Après, on passe au l'amiodarone. Tout le monde sait très bien que l'amiodarone, parfois, entre parenthèses, il nous semble que c'est la solution, mais pourtant, c'est une drogue qui doit être utilisée en dernier lieu. Elle est aussi de classe D, on connaît très bien tous ces effets indésirables qu'il peut causer chez le fœtus avec l'accumulation du produit au niveau fœtal, au niveau neurologique.
Et après, ça c'est le dosage. Et puis on a pour les bêta-bloquants. Voilà, les bêta-bloquants verapamil, lithiazine, eux aussi ont été utilisés chez la femme enceinte. Ils sont utilisés en deuxième intention après les bêta-bloquants, après l'échec d'utilisation des bêta-bloquants, et beaucoup plus pour les verapamil qui a plus d'expérience par rapport au lithiazine. Et je termine avant avec l'adénosine. C'est la drogue de choix chez la femme enceinte pour la simple raison qu'il a une demi de vie qui est très courte, ce qui fait que le passage placentaire il est soit nul, soit il est très peu, très faible. Et donc on peut la utiliser avec une grande sécurité chez la femme, associée aussi à la dégoxine qui peut aussi être utilisée. Donc après ça, pour utiliser un traitement pharmacologique, il faut toujours choisir le traitement qui a plus de recul, un traitement qui a moins des effets de toxicité fœtale connus, à des doses très faibles chez la femme enceinte, et aussi avec une demi de vie, bref, pour éviter le passage placentaire. Toujours étudier le rapport efficacité et sécurité du produit, et l'utilisation doit être avec un ajustement continu au cours de la grossesse, et il ne faut traiter que des femmes qui vraiment nécessitent un traitement, c'est-à-dire des femmes avec des symptômes invalidants, des symptômes qui sont vraiment angoissants et qui n'y a pas autre solution que le traitement. Donc ça, ce sont les traitements qui ont été proposés par les recommandations en 2015 qui peuvent être utilisés chez la femme enceinte, donc on vient de voir tout à l'heure. Après, on passe à la deuxième option qu'on a pour le traitement, ou plutôt la troisième option, c'est l'ablation par cathéter chez la femme enceinte. On sait très bien qu'il dit ablation, dit irradiation beaucoup plus du fœtus et aussi de la femme. Donc ça, c'est une étude qui a été faite chez 27 femmes qui ont subi des ablations beaucoup plus dans le cadre des réentrées intranodales, du Wolf, des tachycardies atriales et aussi de la fibrillation atriale. La durée de la procédure, elle était à peu près brève, de 56 minutes, avec une irradiation qui généralement dépasse rarement 1 milligray. Et chez l'enfant, pour le fœtus, pour avoir des effets, il faut avoir une irradiation qui est supérieure à 50. L'ablation reste une technique qui peut être utilisée chez la femme enceinte si on est obligé. Le plus souvent, on l'a retardée au-delà du 10e semaine de la grossesse pour éviter l'organogénèse. C'est la période qui est à très haut risque. Là, c'est une deuxième étude où la chose la plus importante qu'elle a mentionnée, c'est un suivi des enfants à 12 mois. Donc, ce sont des 8 femmes qui ont subi des ablations, dont 3 n'ont pas fait l'objet de la fluoroscopie, donc c'était avec des techniques intracoronaires. Et uniquement une femme, chez elle, on a eu une hypotrophie fœtale qui était beaucoup plus en rapport avec un épisode de prééclampsie, avec une naissance prématurée à 27 semaines d'aménorrhée. Par contre, pour les autres femmes, tout le fœtus avait un poids qui était correct, avec un suivi sur le plan psychomoteur tout à fait correct jusqu'à 12 mois. Donc la cardioversion, c'est une technique, c'est une indication qui est classe 2A dans les recommandations en 2015. C'est une technique qui doit être faite dans un centre de référence qui doit nécessiter la présence des rythmologues et aussi bien des obstétriciens en cas de nécessité d'un accouchement en urgence, et doit être faite au-delà du deuxième trimestre si on est obligé bien sûr de la faire. Minimiser toujours le temps de la fluoroscopie, voire utiliser des techniques sans fluoroscopie ou bien avec la moindre exposition à la fluoroscopie, le Maypin intracoronaire. Et c'est possible qu'il y ait la règle d'or, toujours faire l'ablation avant ou bien après la grossesse. Donc si on revient à notre malade pour la conduite atténuée, donc on a essayé de demander à notre malade un ECG, s'il avait un ECG antérieur, ben effectivement, il avait un ECG, et là on voit très bien que la préexcitation fait parler d'elle-même. Donc c'est une femme qui porte un Wolff-Parkinson-White et qui a présenté des tachycardies supraventriculaires en rapport avec sa voix, la présence de sa voix accessoire. Donc on sait très bien que le Wolff porte certaines particularités par rapport à sa présence, et on se dit, est-ce qu'on va suivre le même algorithme de la prise en charge? Les recommandations nous disent toujours, on commence par les manœuvres vagales, puis l'adénosine. Si ça ne marche pas, si la femme elle est instable sur le plan hémodynamique, donc on fait la cardioversion. S'il n'est pas instable, on utilise nos drogues de bêta-bloquants, bien les inhibiteurs classiques, sauf que là, avec la précision que si l'électrocardiogramme de base présentait une préexcitation, l'indication passe de classe 2A à classe 2B. Et ceci tout simplement par la simple raison que durant le Wolff-Parkinson-White, on a une voie, un circuit d'orientrée entre le nœud atrioventriculaire et la voie accessoire. Les bêta-bloquants ou bien les inhibiteurs classiques vont ralentir d'une façon très importante le nœud atrioventriculaire, ce qui libère la voie accessoire et entraîne ainsi en conduction 1 pour 1 atrioventriculaire sans protection, avec un risque de passage en fibrillation ventriculaire. Donc il faut toujours garder à l'esprit ça, avoir le réflexe de demander un ECG s'il est là. Donc après avoir vu
brièvement toutes les techniques et les options thérapeutiques qu'on peut faire. On a pas mal de techniques, mais on a toujours une balance risque-bénéfice à étudier. Donc on se demande, est-ce qu'on peut faire mieux? Ce qu'on peut faire mieux, c'est de dépister les femmes à risque. Donc dans la publication qui a été faite, les femmes à risque, on a les cardiopathies congénitales qui sont au sommet. On a déjà vu qu'ils sont très pourvoyeuses de troubles de rythme. Et puis on a les tachycardies, et puis on a les cardiomyopathies acquises. Donc ça, c'est une publication qui montre la fréquence des troubles de rythme dans les cardiopathies congénitales. Et on voit très bien que le trouble de rythme augmente beaucoup plus lorsque la cardiopathie congénitale est beaucoup plus complexe. Et pour les cardiomyopathies, on a trouvé que le trouble de rythme était beaucoup plus présent dans les cardiomyopathies dilatées, avec un pourcentage qui est assez important, qui est l'équivalent de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est une étude du groupe Grewal qui a montré que durant la cardiomyopathie dilatée, on peut avoir, ils ont eu 17 événements, dont 7 étaient en rapport avec des troubles de rythme, majoritairement des troubles de rythme supraventriculaire, avec un épisode de tachycardie ventriculaire. Mais le pronostic reste toujours dans les cardiomyopathies et dépend toujours du risque de l'insuffisance cardiaque, beaucoup plus. Pour les cardiomyopathies dilatées, ça c'est une étude brésilienne qui a montré que pratiquement il n'y a pas beaucoup de différence entre les femmes enceintes et les femmes qui ne sont pas enceintes, voire même qu'on a un point de risque d'arythmie. Et lorsqu'il y a une arythmie, c'est beaucoup plus, il s'agit d'une fibrillation atriale. Pour les valvulopathies, on sait très bien que les deux valvulopathies qui sont pourvoyeuses de troubles du rythme, ce sont mitrale et le rétrécissement aortique. Donc plus la valvulopathie est sévère, plus on a le risque de fibrillation atriale, d'où l'intérêt, comme notre collègue l'a mentionné, de prendre en charge ces femmes avant la grossesse. Donc finalement, je termine avec notre diapo pour dire, donc pour la prise en charge de nos femmes qui sont enceintes, toujours il faut chercher les femmes qui sont à risque. C'est en fonction du stade NIA qui a été bien étudié par notre collègue, c'est la classification WHO qu'il a utilisée tout à l'heure. Toujours chercher s'il y a une histoire d'arythmie, une histoire familiale de morsibut, de DAI ou bien de transplantation. Si la femme a présenté une notion de syncope, une femme enceinte, ou bien même avant la grossesse qui présente des palpitations syncopales, c'est un facteur à risque, ou bien s'il y a une atteinte de cardiopathie structurelle. Et toute femme doit bénéficier d'une exploration de ces manifestations, de ces palpitations. On commence par un ECG, puis un Holter, l'écho, le bilan biologique toujours pour éliminer une cause qui est réversible et curable, et voir si nécessaire l'épreuve d'effort, et ne pas oublier toujours de rechercher sur l'électrocardiogramme s'il y a des signes qui peuvent nous orienter vers une certaine étiologie et qui nous permettent de prendre ces femmes avant qu'elles ne tombent enceintes. Donc pour le message, donc, il faut toujours, donc, pour prendre en charge efficacement les femmes enceintes et pour diminuer le risque de la mort subite chez ces femmes, ainsi que les complications qui vont être encourées par le traitement médical et par l'irradiation et tout le reste. Donc il faut qu'on fasse un dépistage qui est correct chez les femmes en collaboration avec nos collègues obstétriciens. Toujours demander un ECG antérieur face à une crise, c'est possible bien sûr si la crise elle est bien tolérée sur le plan hémodynamique. Demander un deuxième avis si on ne sait pas, toujours demander un deuxième, voire un troisième avis pour pouvoir faire le diagnostic correctement. Et aucune femme enceinte ne doit subir un traitement suboptimal ou bien un surtraitement. Ça, c'est la règle pour la prise en charge des femmes enceintes. Toujours étudier le rapport efficacité-sécurité pour notre fœtus, qui est l'avenir de notre société. Prendre en charge dans un centre spécialisé, couplé avec les obstétriciens. Et finalement, ne pas oublier, dans la prise en charge de notre femme enceinte, de faire aussi bien un monitoring maternel qu'un monitoring fœtal, parce que toute drogue que la femme prend passe par le placenta et peut avoir un effet sur le fœtus. Et je termine en disant que le traitement passe toujours par le diagnostic et le diagnostic. Voilà, je vous remercie.